quelque chose de très fort que Glissant va développer dans toute son œuvre, c'est qu'il n'y a pas cet universel dont une nation serait propriétaire, dont une civilisation serait la norme. Il y a de l'universalisable, de nation à nation, de peuple à peuple. Et dans cet universalisable, il y a nos pluralités. L'universel ne peut pas être la norme univoque de notre effacement, de la perte de notre diversité. Lisez ce texte, et c'est intéressant, n'est pas la dénonciation de la puissance coloniale. Il s'adresse au Parti communiste de l'époque, sur sa façon de dire, quand même, venez avec moi. Et vous voyez bien que c'est au cœur de la crise, sur toutes ces questions-là, puisque nous n'en avons pas parlé, mais dans mon livre, j'interpelle aussi bien M. Claude Guéant que M. Manuel Valls. C'est une question qui interpelle aussi bien la droite, qui a cédé à trop de tentations du côté de l'extrême droite ces derniers temps, et une gauche qui oublie qu'elle doit être au rendez-vous d'abord de ce qui rassemble, c'est-à-dire la question sociale, et ne pas être du côté de l'exacerbation des minorités. Je vous écoute. Rapidement, on passera sur le rapport entre la gauche et le colonialisme. Il y a quand même quelque chose qui joue, vous n'allez pas au fond des choses. Il y a ce livre-là, mais je me souviens du 20e, donc allez, je peux pas avoir écrit là-dessus. C'est Zola sur le fécondité, vous connaissez le texte? Oui. Le problème de l'islam, c'est pas Finkielkraut, c'est Zola. Dans fécondité. Oui, mais c'est quoi le problème de l'islam, excusez-moi? Chez vous, puisque si vous le citez pour aujourd'hui. Chez Zola, c'est le problème de la gauche et du colonialisme. C'est le problème de la supériorité de civilisation. C'est même une idée fondamentale chez Jaurès, chez Zola, chez Ferry. Mais je n'ai pas fait de distinction entre la droite et la gauche dans ce que je viens de dire. Je pense que c'est justement cela que les gens de Bandung, de la conférence des écrivains noirs, les Césaire, les Fanon, les Glissant, les gens des indépendances, nous ont appelés à remettre en cause. Et quand je disais qu'il faut déverrouiller la question coloniale, c'est bien de cela dont je parle. C'est cette idée. En clair, comment nous pouvons nous en sortir? Nous sommes 15% de la population mondiale. Quand je dis nous, c'est la population de l'Europe et la population de l'Amérique du Nord. Le so-called, comme on dirait en anglais, Occident. 15%. 15% ne vont pas dicter leurs lois à 85% de la population mondiale. Maintenant que cette population mondiale, ces pays, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Turquie, l'Iran, je pense cela justement, se sont ébranlés, font leur chemin, cas un cas, avec leurs difficultés, avec leurs soucis, avec leurs problèmes, mais ils font leur chemin. Et nous ne pouvons pas prétendre que nous allons faire la loi. Et donc, qu'est-ce que nous devons trouver tant que nous sommes encore des forces économiques, que nous pouvons prétendre être des forces militaires, économiques dominantes? Nous devons trouver une nouvelle stratégie, un nouveau rapport au monde, qui ne soit plus du fort au faible, où nous nous invitions chez tout le monde sans demander l'autorisation, en amenant de belles idées, mais aussi nos armées, nos crimes, nos marchands, nos inégalités, nos injustices. Oui, il faut que nous inventions un autre rapport, qui est le souci de la fragilité du monde, de la complexité du monde, du dialogue, de la conversation avec le monde, de la relation. Non, de la relation. L'ingérence dit bien ça, je viens chez l'autre à la place de l'autre, de la relation. Je suis désolé, il y a des Nations Unies. Qu'avons-nous fait depuis la chute du mur pour réformer les Nations Unies? Arc-boutés que nous sommes sur notre puissance et notre feu nucléaire. Qu'avons-nous fait pour que l'Union européenne, dont nous nous réclamons, ait un siège permanent au Conseil de sécurité? Qu'avons-nous fait pour que les BRICS, les émergents, rejoignent? Je ne parle pas de la Russie et de la Chine, mais je parle des autres. Je parle de l'Inde, je parle du Brésil, je parle de l'Afrique du Sud. Je souligne juste, allez voir la presse de tous ces pays-là. Aucun de ces pays, je parle de la presse, je ne parle pas des gouvernants, n'a soutenu les aventures catastrophiques que nous avons menées dans la région qui est au cœur de la crise actuelle,
depuis 30 ans. Aucune des opinions de ces pays-là, ni M. Lula, ni M. Desmond Tutu, ni les représentants du Parti du Congrès en Inde. Il faut s'ouvrir à cette diversité-là. Nous la connaissons comme touristes, comme voyageurs, mais il faut que, ce que je veux dire en clair, c'est qu'on parle au monde selon ce que l'on est. Comme dans la relation personnelle, c'est ce que l'on est. L'amitié, c'est une rencontre de deux. Je ne nie pas du tout qu'il y ait des identités. Je me réclame de l'identité relation, pas de l'identité fermée, close. Et donc, s'ouvrir au monde, c'est d'abord s'ouvrir à nous-mêmes. Nous avons une chance, qui est ce que nous sommes. Et l'identité, ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui, il y a une ethnicisation de l'identité. Oui. Vous voyez un musulman en face de vous, ou un chrétien catholique, ou un homosexuel, il y a une assignation à résidence identitaire. C'est tout ce que je dis dans mon livre, c'est contre ça que je m'élève, oui. Ah ben non, je ne vous ai pas compris. Je ne l'ai peut-être pas lu. C'est contre ça que je m'élève, les premières lignes. D'ailleurs, ça a été repris, je crois, ce numéro 1 là, qu'a lancé Eric Fotorino, là, le numéro qui est en vente sur la question de l'islam, et ils ont repris un paragraphe pour les musulmans en une. Donc oui, je m'élève, moi je vous dis, je le dis dans le livre à un moment, je dis pour moi le synonyme de démocratie, c'est le mot déplacement. C'est-à-dire c'est la question du chemin que l'on fait ensemble, de justement ne pas être assigné. Pourquoi l'égalité est la clé de la devise républicaine? C'est pas la liberté la clé. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités, et nous savons bien ce qu'il en est aujourd'hui. L'activité, oui, de l'intelligence, je ne suis pas contre. Des journaux, de la presse en ligne. Oui, je sais bien, mais c'est l'égalité qui m'importe là. Et la fraternité, ça peut être la possibilité de choisir ses frères, donc d'en exclure d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique? C'est ce mot égalité, égalité des droits et des possibles. Ça veut dire qu'en effet, nous ne sommes pas hiérarchisés, nous ne sommes pas assignés à résidence, nous ne sommes pas enfermés dans une fixité, dans une appartenance. Et nous pouvons faire chemin ensemble. Et dans ce chemin, bouger, changer. La phrase, oui, bien sûr, ça rejoint la liberté. Mais l'élément dynamique, c'est l'égalité. Je dis ça pourquoi? Parce que la force politique et le noyau dur intellectuel de la force politique, qui est l'extrême droite, c'est une théorie de l'inégalité. C'est une conviction de l'inégalité. Je rappelle la une de Minute la semaine dernière, l'année dernière, derrière l'arbre rome, la forêt arabe. Je rappelle l'ensemble des poupées gigognes que nous avons sous les yeux depuis 1 an. L'islamophobie, les Roms, la phrase de Le Pen, ce n'est pas l'immigration, c'est l'immigration la plus odorante et la plus voyante, mais c'est les autres. Il faut, en dénonçant les Roms, s'habituer aux autres. Et puis après, la négrophobie. Je suis désolé, ce dont a été victime Madame Taubira, on peut contester sa politique, mais c'est le racisme le plus archaïque, celui de la traite négrière, le singe, l'animalisation, la banane, la guenon, et puis l'homophobie, dans une société d'individus où chacun fait son chemin, y compris dans sa sexualité, dans sa liberté. Je vous dis juste, écoutez bien, et vous ouvrez la cage aux phobes. Mais la cage aux phobes, je voudrais juste vous dire, écoutez bien, je vous le dis, j'ai été un peu ému tout à l'heure, et je ne voudrais pas à nouveau être saisi par cette émotion. Mediapart a la réputation et le succès qu'il a, je fais différents livres où je rends compte de ce que nous sommes, et là, je fais ce livre volontairement pour nous réveiller. Je suis interrogé par les médias québécois, belges, suisses. Dans tous ces médias, je suis interrogé normalement. Comme je le fus par une seule personne, je dirais normalement dans un média qui était Jean-Jacques Bourdin, la première interview que j'ai eue. C'est-à-dire, on me pose les questions que se pose tout le monde, et je réponds, mais on ne m'enferme pas dans un débat pour-contre. On m'interroge. En France, dans toutes les mises en scène médiatiques, sur ce livre-là, et ce ne m'était pas arrivé sur les autres, on me met quelqu'un pour érupter, dire c'est n'importe quoi, polémiquer, rabaisser le débat. Et on fait même pire. Vous parlez de l'assignation. Que je fasse un débat avec Alain Finkielkraut, puisque le point de départ est le livre de Finkielkraut, la phrase de Finkielkraut, et derrière son livre sur l'identité malheureuse. Mais Elisabeth Lévy, Gilles William Goldnadel,
Éric Zemmour dans Figaro. 3 personnes qui prétendent parler peu ou prou, pour certains, au nom de la communauté juive. Ils ne représentent pas plus qu'une bonne partie de ma famille. Et sont des individus aussi. 3 personnes qui ont comme caractéristique d'être alignées sur la politique de la droite et de l'extrême droite israélienne, que je ne confonds pas avec l'ensemble du peuple d'Israël, de l'État d'Israël. Et donc, qu'est-ce que l'on met en scène inconsciemment, à ce soir ou jamais, ou chez Ardisson et autres, en faisant cela? Ces gens n'ont pas sorti un livre, c'est le moment, enfin, Zemmour depuis, mais il a écrit avant. Qu'est-ce qu'on met en scène? Il sort un mot musulman, on va lui mettre des juifs en face. Vous voyez bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne m'est jamais arrivé sur aucun des autres médias francophones. Et loin de là, les autres médias francophones, qu'est-ce que j'ai entendu? Et vous l'entendez dans les déclarations de M. Dolan, le réalisateur dont le film sort, qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Vous l'avez vu dans le regard catastrophé de cette Québécoise qui était présente à Ce soir ou jamais, j'ai oublié son nom, en écoutant les éruptations de Éric Zemmour. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eux aussi, ils vivent avec le monde. Et eux, ils sont francophones. Et pour eux, la France est ce pays qui a produit cet universalisable des droits de l'homme, du j'accuse et de tout cela. Et ils disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive quand on voit ces jeunes issus de votre diversité qui se heurtent au plafond de verre et qui du coup vont étudier en Belgique, vont étudier au Québec? Vous savez qui est le présentateur de le France Inter belge? A depuis des années un présentateur, je connais son prénom, Mehdi, j'ai oublié son nom. Je le croise à un congrès, colloque de journalistes. Il y a une forte immigration d'origine marocaine en Belgique. En Belgique, j'ai passé une journée à Bruxelles, débat à l'espace Maghreb de Bruxelles, c'est au cœur de la ville de Bruxelles. En même temps que je faisais ce débat avec des élus qui ne sont pas des otages de la diversité qu'on brandit, qui sont des Belges, voilà, qui ont leur nom d'origine marocaine, mais c'est des Belges, et ils débattent, et il y avait la diversité de la Belgique qui était là. Ce même espace Maghreb, il y avait une exposition sur les justes, qui ne sont pas reconnus officiellement comme justes, c'est-à-dire ces musulmans qui, dans des pays musulmans, ont sauvé les juifs pendant la guerre. Et puis, j'ai fait toutes sortes d'entretiens, de débats, jamais de polémiques, etc. Je reviens à ce confrère, qui est donc le présentateur, le meilleur présentateur. Donc je croise un jeune confrère à un colloque de journalistes. Ah, je lui dis, ah d'accord, famille, bah oui, il y a une immigration marocaine en Belgique. Pour moi, il est belge. Il me dit, non, je suis français. Je suis né à Roubaix ou Tourcoing, voilà. Proche. Oui, c'est proche. Je suis français. C'est la même chose. D'accord, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est la suite. Et il était passionné par la radio, il a fait des études de journalisme. Et il a commencé à Radio France. Et puis, il n'a pas fait 10 soins, il a fait son soin. Mais il a fait son soin pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu sais, tu es très bon, hein, et si tu veux progresser, il faut que tu changes ton nom. Il faut que tu changes ton nom. Puis il faudrait que tu arrêtes de traiter certains sujets comme ça, il faudrait que tu prennes d'autres sujets, il faudrait que tu montres la diversité de tes sujets, hein, et que tu n'aies pas l'air... Donc voilà. C'est le présentateur vedette de la première radio publique belge. J'ai dit Tariq Ramadan, il est en Suisse sans problème. Je vais être à Lausanne lundi soir. Je fais une grande conférence sur ce livre. J'ai été à la radio, l'invité ce matin de la première, la radio suisse romande. Interrogé normalement, on cherche à mettre une polémique et à créer ça. Je dis ça exemple la Suisse. Non mais je veux surtout vous aurez certaines votations. Mais je sais bien, mais je rappelle que la Suisse romande a voté l'inverse. Oui, mais pas contre l'interaction des. Voilà, c'est bien ce que je dis, comme elle avait voté pour l'Union européenne. Pour l'ouverture. Bon, donc, et je parle du Québec, où vous savez tous que beaucoup de jeunes issus de familles de notre pays, de familles de notre peuple, se heurtant à ce plafond de verre et en ayant marre. Je vais vous dire un truc encore personnel. La discrimination, j'en veux énormément. Nous avions fait, c'était un scoop sociétaux de Mediapart, avec des chercheurs, c'était financé par Open Society, et c'était un scoop qui est paru en même temps dans Mediapart et dans le New York Times. Les gens disent la discrimination, arrêtez de nous embêter. Donc les chercheurs ont fait un truc scientifique où
à Châtelet, le métro, en plein plan Vigipirate. Ils avaient des codes avec plein de monde et tout pour taper sur un chiffre pendant plusieurs semaines. Donc un vrai truc scientifique. C'est-à-dire des opinions sur est-ce que on est discriminé. Sur un plan Vigipirate, j'ai un gros sac, je rentre dans le métro, qui est contrôlé. Je ne vous fais pas le bilan. C'est paru en même temps dans le New York Times et dans le Monde. Je dis ça pourquoi? Toutes nos histoires familiales sont diverses. Ma sœur, qui n'est plus de ce monde, a fait sa vie dans plein de pays et au bout d'un moment, ne pouvant pas avoir d'enfants, a adopté 3 enfants. Ce qui n'est pas simple d'adopter 3 enfants en même temps. 3 enfants qui sont là, qui sont tous d'origine colombienne. De la même mère, mais pas du même père, mais avec des types indiens assez forts. Ma sœur avait fait sa vie avec un Suisse, qui était à la Croix-Rouge et au commissariat aux réfugiés, qu'elle avait connu quand elle-même travaillait pour le HCR au Vietnam. Donc ils se sont installés en Suisse et c'est là qu'ils ont adopté ces 3 enfants. 3 enfants ont grandi en Suisse. Puis un jour, après le décès de son mari, elle a décidé de rejoindre notre Bretagne d'origine. Et pourtant, la Bretagne n'est pas l'endroit le plus dur de ce point de vue en France. Et ces 3 enfants, qui aujourd'hui sont adultes, qui ont tous fait des métiers plutôt ouvriers, très qualifiés, tailleurs de pierre, soudeurs, etc., des métiers très honorables, 3 enfants sont revenus en Suisse, une fois à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contrôlés tout le temps. Faut comprendre. Ça ne leur était jamais arrivé en Suisse, ils sont là. Et on ne les contrôlait pas sur leur apparence. Donc je dis juste ça, parce que ce n'est pas. Je veux dire, je rappelle encore une fois, l'indifférence c'est le premier des crimes. Et ce n'est nous, le groupe qui a l'apparence majoritaire, si nous n'avons pas le souci de nos minorités, je le redis, dans leur diversité. Parce que les minorités n'ont rien à perdre. C'est donc ça, c'est pour ça qu'elles inventent. C'est pour ça qu'elles inventent. Plus que ceux qui sont installés et qui sont dans une sorte de conformité et parfois de conformisme. Bref, nous avons beaucoup dérivé, mais voilà, ce livre, voilà, si ça pouvait être un jour le livre qui dise que, voilà, pour la France.